mon invité, ma première invitée de ce soir, Madame Laura Lange. Merci Nicolas pour ton invitation. Bonsoir à tous. C'est un plaisir de clôturer déjà la semaine avec cet échange. Et puis aussi pour ma part de faire une petite parenthèse puisque c'est la dernière intervention que j'aurai vraiment avant de partir en congé maternité. Voilà. Un dernier rendez-vous doublement savoureux à tes côtés puisqu'on avait effectivement partagé un TEDx fort et riche en expérience. Voilà. Je valide, fort et riche en expérience, et je valide d'autant plus que moi, c'était mon second TEDx et qu'il a été très intense pour ma part, très challengeant aussi, j'ai pas d'honte de le dire, parce qu'il m'a amené à creuser des sujets très personnels et du coup, en ce sens, c'était aussi une belle expérience. Alors, on peut saluer Lisa Véro. Alors, Lisa Véro, pseudonyme sur YouTube. Je ne sais pas si c'est Lisa ou si c'est Véro ou ce sont les deux. Laurence, Céline, Antonia, Kin, à nouveau là. Fabrice également, Frédéric, Fabienne. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être là au rendez-vous. Et surtout, merci à toi, Laura, parce qu'effectivement, tu as cette échéance qui vient, qui se présente, qui est majeure dans ta vie et qui, d'ailleurs, t'a amené à beaucoup réfléchir sur toi et sur ce sujet de la maternité. Peut-être aurons-nous l'occasion d'en parler ce soir. J'aimerais bien que tu puisses te présenter et te décrire parce que c'est pas tous les jours quand même qu'on a affaire à un ou une philosophe. Alors, qui es-tu à proprement parler ? Ben écoute, Laura Lange, comme tu l'as dit, philosophe. Alors j'ai toujours du mal avec je suis philosophe. Je trouve que ça veut tout dire et rien dire. J'ai toujours du mal avec les phrases qui commencent par je suis, qui me définissent ou me définiraient dans quelque chose. Je suis mariée, je suis un tel, comme si nous n'étions plus autre chose que ce qui suit après le je suis. Ça, c'est mon côté existentialiste, j'y reviendrai. Mais alors, pour faire simple, j'invite plutôt à prendre de la hauteur. J'aime bien dire ça, à prendre les choses avec philosophie, plutôt que dire je suis philosophe. Et d'ailleurs, on ne le voit pas, mais le décor est plutôt authentique puisque j'ai la chance d'être en montagne. Donc en plus, je prends de la hauteur concrètement, voilà, de par le lieu où je suis. Donc voilà, je fais de la philo et effectivement, comme tu l'as dit, je fais de la philosophie dite pratique. En tout cas, j'ai un doctorat de philosophie pratique. Et ça, c'est intéressant parce que voilà, les mots, on vient les juxtaposer pour essayer de donner du sens. Et la différence entre la philosophie et la philosophie pratique, en fait, c'est juste une manière de dire que la philosophie que je pratique, eh bien, j'essaye vraiment de me frotter à des problématiques de société. C'est moins de l'histoire de la philosophie, bien que j'adore les grands auteurs, évidemment. C'est plus finalement une philosophie en pratique qui va se frotter à des problématiques telles que la maternité, telles que le leadership, telles que etc., etc. Voilà. Ok, alors tu sais, ce thème de la philo, il n'est pas aussi majeur dans ma vie qu'il l'est dans la tienne, et c'est pour ça que tu es l'experte ce soir sur ce sujet-là. Et en fait, ça me fait penser à... C'est marrant, je l'ai toujours retenu, ce passage-là d'un film qui s'appelle Noces blanches, avec Vanessa Paradis et Bruno Kremer. Et à un moment donné, Bruno Kremer incarne le prof de philo dans ce film, et Vanessa Paradis lui dit, en gros, la philo, ça ne sert à rien. Et il lui dit quelque chose en substance, je ne reprends pas mot à mot, qui est, bon, la vie, c'est tu nais, tu t'agites et tu meurs. Eh bien, écoute, sache que la philosophie est là pour t'aider à mieux t'agiter. Qu'est-ce que tu penses de cette approche-là ? Ah oui, c'est super. Alors déjà, j'adore la phrase de Vanessa Paradis qui dit « ça ne sert à rien », parce que déjà, on part du présupposé qu'il faudrait que tout serve à quelque chose. C'est déjà quand même pas rien. Voilà, c'est quand même vraiment intéressant. Il faudrait que tout soit absolument utile. Je crois que parfois, on perd son temps et on en gagne beaucoup. On a le sentiment d'en perdre alors qu'en fait, on fait des bons. Donc ça peut être aussi intéressant. Sur le mot en tant que tel, je crois que la philosophie, c'est évidemment ce qui nous permet de bien vivre, d'être bien. On parle beaucoup de bien-être aujourd'hui. Je crois que la philosophie, plus encore, nous permet d'être bien. Et donc, alors là, on peut avoir du bien-être en plus, c'est top. Mais peut-être pour donner un peu de corps à tout ça, tu l'as dit au début, moi, je suis très sensible aux mots. Au mot M-O-T-S, pas M-A-U-X, évidemment. Mais je suis convaincue que la plupart des mots que nous rencontrons au travail, dans la vie relationnelle, sont liés ou partent des mots M-O-T-S que l'on n'utilise que trop mal ou qu'on ne clarifie que trop peu. Et celui de philosophie, je ne peux pas commencer sans le clarifier. Voilà, quand on me dit je suis philosophe, d'ailleurs, si je te demande ou si on demande aux internautes est-ce que vous avez des philosophes en tête, on va voir qu'on va peut-être en avoir plusieurs et qu'on est tous très différents. Donc, ça signifie qu'il y a un même mot
et des incarnations différentes. Et quand on revient au mot philosophie, ça vient de Philène et Sophia, et ça veut dire l'amour de la sagesse. Je ne sais pas, on se connaît peu, mais quand même, je tente d'être sage. Mais franchement, je ne le suis pas toujours. Alors, tu vois, c'est un très beau mot, l'amour de la sagesse. Hein. Vous ouvrez un dictionnaire, voilà, c'est la façon dont on va trouver la définition de la philosophie dans un carnet. Mais j'aime beaucoup cette phrase de Pierre Réverdy, qui est poète, qui nous dit « Il n'y a pas d'amour, il y a que des preuves ». Et du coup, tu vois, moi, je passe de la définition du carnet à l'incarné. Comment je peux prouver que j'aime la philosophie, comment je l'incarne. Et la philosophie, depuis toujours, si on sort de l'amour de la sagesse qui fait peur, un peu, on se dit, mais attendez, c'est idéal, on ne sera pas à la hauteur. Très intéressant, ça. Je ne suis pas à la hauteur d'un philosophe. Alors qu'en fait, quand on passe dans l'incarné, on voit que la philosophie, depuis toujours, s'est incarnée. Depuis l'Antiquité, elle est au service de la cité. Elle est au service des citoyens, des gens. Et le manuel d'Épictète, les pensées de Marc Aurèle, les lettres de Sénèque, bref, tout ça, c'est non pas des recettes pour bien vivre, parce que ce serait nous mettre en consommateurs, mais il y a des clés pour mieux se sentir. Et donc voilà, la philosophie, c'est évidemment quelque chose qui nous permet de nous agiter. Je commencerai par agiter les méninges, oui, déjà, et ensuite on va pouvoir mieux vivre. Voilà peut-être pour l'idée. Bon, de toute façon, je savais, hein, je le savais en t'invitant ce soir. Je savais que ça allait être tout feu, tout flamme et que tu allais ouvrir des sujets dans tous les sens. Et c'est ça qui est vraiment chouette parce qu'on n'a pas besoin de préparer à l'avance. Il y a tellement de choses. Il y a le fait que l'enjeu est d'incarner, mais en même temps, paradoxalement, tu ne te définis pas comme être philosophe. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Tu nous dis aussi, parfois, on peut se sentir pas à la hauteur des philosophes et en même temps, un des enjeux de la philosophie, tu nous l'as dit en préambule, c'est de prendre de la hauteur. Oui, je trouve ça absolument magique. On ne se sent pas à la hauteur d'être dans la posture de prendre de la hauteur, d'apprendre tout simplement. Et puis, des recettes pour bien faire, est-ce qu'il ne s'agirait pas en fait de se doter de recettes non consommables, j'ai bien entendu, mais pour bien être en fait au final? Oui, alors après, dans la problématique des recettes, où ça cartonne, hein, tout ça, hein, quand tu vas dans un rayon de librairie, tu as beaucoup de livres où on te donne les clés pour mieux être et pour bien vivre. Le grand risque de tout ça, c'est de te dispenser de faire le cheminement et le travail et de te poser en consommateur. Finalement, tu appliques des recettes puisque tu es réellement impliqué dans la démarche. Et c'est pour ça que, si tu veux, je suis toujours un peu prudente. Pour moi, prendre les choses avec philosophie, c'est quelque chose qui se cultive au long cours. Et pourquoi j'aime pas la formule vraiment du « je suis », mais on parle du leadership aussi, comme dire « je suis leader », tu le sais, ça n'a aucun sens. Tu es leader un temps, mais jamais tout le temps. Et dans certains contextes. Tu vois, et si tu te considères et définis comme un leader, il n'y a pas plus périssable qu'être leader. Si tu ne l'entretiens pas, on le sait, tu peux être leader un temps et être très ringard juste après. Il y a beaucoup d'exemples au cours de l'histoire de gens, je taquine, hein, mais Nicolas Dupont-Aignan a été leader de Debout la France. Bon, aujourd'hui, il y en a peu pour dire que c'est un leader. Voilà, tu vois, l'idée, c'est de se dire, attention, comme si on avait acquis quelque chose qui nous définissait. Non, on doit continuer. Je suis sportif. Ah bah oui, mais bon, si tu ne t'entretiens pas, ça va pas durer longtemps. Donc, je peux en témoigner. Ah non, j'avais aucune. Non, c'est moi. Non, mais tu vois, voilà, l'idée, c'est ça. En fait, c'est que la philosophie, c'est prendre de la hauteur. Et prendre de la hauteur, vraiment, au-delà de la formule qui joue sur les mots, je donne souvent cette image du poisson volant. J'aime beaucoup l'image du poisson volant parce que, par définition, si on se représente un poisson volant, il est obligé de retourner dans son environnement. Tu ne peux pas le visionner en suspens. Oui. Et je trouve ça intéressant de se dire, attention, si philosopher, c'est adopter cette posture, ça ne peut être que retourner dans son environnement. Or, on reproche parfois aux philosophes de rester perchés. Très juste. Et ça, si tu veux, c'est pour moi essentiel. Quelqu'un qui pratique la philosophie, par définition, il prend de la hauteur et il se rend auteur de cette démarche et il retourne dans son environnement. Donc, il ne peut pas rester perché. Donc, il est accessible en un sens.
Hmm. Tu vois, ça, c'est vraiment, pour moi, en tout cas, c'est la conception que je me fais de la philosophie, d'une philosophie incarnée, qui est donc à la hauteur des problématiques que nous avons et qui nous invite à en converser. Voilà. Exactement, ce que nous allons faire ce soir. Voilà, c'est ça. Il y a une dimension qui est très importante en philosophie grecque, me semble-t-il, mais tu me corrigeras, même si à la limite, c'est pas le sujet. Ce qui nous intéresse, c'est la philosophie pratique de maintenant. C'est la dimension de l'arrêté, A-R-E accent aigu, T-E accent aigu, qui désigne l'aptitude à faire quelque chose, le pouvoir de remplir parfaitement une fonction, d'accomplir une tâche jusqu'à l'excellence. Et en fait, je ne suis pas philosophe et... stop, j'enlève cette phrase. Non, mais attends. Je le dis, hein, quand même. Qui va arriver. Je travaille à déployer mon leadership, ce qui veut dire m'employer tel que tu l'as dit là, à être le plus souvent et le mieux possible, tout en acceptant d'être un champion de l'imperfection à la hauteur des événements qui se présentent à moi. Pour autant, j'avais lu que Aristote nous disait que c'est en fermant un gap qu'on va pouvoir vivre un état d'accomplissement et de tranquillité pour nous. Et ce gap, c'est s'élever entre qui je suis moi à l'heure actuelle et aller vers la meilleure version que je pourrais devenir. Et il me semble que c'est quelque chose d'ordre philosophique et qu'on pourrait, pour le coup, vraiment être dans cette logique d'incarnation, de praticité et donc dans ce qui m'anime avec mes mots à moi, de constitution de notre leadership. Quel est ton sentiment par rapport à ça, Laura? Alors, ce que je trouve très intéressant, c'est que ce meilleur dont tu parles, cette élévation-là, on est dans une période propice pour en parler d'ailleurs, c'est plus qu'un souhait ou qu'un idéal ou quelque chose qui serait presque extrême. Hein. Il y a une pondération à chaque fois chez quelqu'un comme Aristote, il y a une mesure, un équilibre. Et c'est hyper intéressant parce que parfois nos idéaux sont hors de portée. Alors c'est intéressant de savoir, en même temps, ce qui est devant toi n'est pas totalement à ta portée, mais quels moyens tu vas te donner pour pouvoir y arriver. La grande difficulté, c'est que parfois, tu as des gens qui vont te dire, alors moi, vraiment, je me rêve là, mais qui, dans le quotidien, ne font pas grand-chose pour y arriver. Ce qui peut parfois être très troublant ou dérangeant. On se dit, attends, et à un moment donné, il y a une absence de cohérence. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la distinction, me semble-t-il, entre ceux qui... On parle souvent de ça, hein, est-ce que je rêve ma vie ou je vis mes rêves? Mais il y a la notion de je souhaite des choses que je n'incarne pas. Et tu sais, les souhaits, si on y pense, ce sont souvent des souhaits à venir. Chaque année, ils reviennent. Parce qu'on ne les réalise jamais. Voilà. Le coût des résolutions. Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, comment tu fais pour qu'un souhait soit à tenir? Chez Aristote, le souhait ne serait pas à venir, il serait à tenir. Pourquoi? Parce qu'il serait de l'ordre de la volonté. Et c'est là que ça change tout. Le souhait peut avoir la folie des grandeurs, mais tu peux te donner les moyens de répondre à celle-ci. Et donc, c'est là qu'il y a quelque chose d'intéressant. En somme, petit jeu de mots, mais franchement, qui a du sens. En somme, comme tous les jeux de mots, ils ont tous du sens. J'essaye de faire en sorte que la forme soit au service du fond. En somme, si tu veux, c'est un vœu, V-O-E-U, qui sonne comme un vœu, V-E-U-T, où c'est vraiment la volonté qui l'incarne. Et là, si tu veux, on est vraiment dans quelque chose où tu te souhaites le meilleur, mais tu fais en sorte qu'il arrive. Et ça, je pense que c'est une élévation où tu es acteur de tout ça. Et c'est la grande différence. Et c'est ce qui fait que parfois tu crois en des gens qui te disent des choses et tu te dis, mais attends, mais en même temps, tu me sembles tellement être un battant que je pense que tu peux y arriver. Et c'est ça qui est intéressant. Ça reste la politique des petits pas. Et moi, je crois beaucoup en ça. Tu sais, c'est l'image de l'iceberg avec le talent en haut et le travail en dessous. Bon, ben voilà, c'est ça au final. Voilà l'idée un peu, tu vois. Ouais, je vois bien l'idée. Et en fait, ce qui est super, c'est que dans ce sommet, je l'offre ce sommet pour les internautes, pour les gens qui nous regardent. Et en fait, je pense que j'en prends autant, voire plus qu'eux, et j'en apprends ou en confirme des choses autant encore plus qu'eux. Parce qu'en fait, à mes yeux, tu donnes une définition qui, moi, me parle avec beaucoup d'intensité sur ce que j'appelle le dépassement personnel. J'ai déposé à l'INPI le dépassement personnel. Tout le monde connaît le développement personnel, cette capacité à donner le meilleur d'entre nous. Et le modèle qui est le mien et qui résonne à travers ce que tu dis de façon magnifique, c'est le principe des 3 A. Premier A pour s'autoriser à voir grand. Autrement dit, ce que tu nous dis, cette vision très loin et très grande de ce qu'on pourrait faire. Le deuxième, c'est accepter le prix à payer pour pouvoir atteindre ça. Et donc, cette fameuse PPP, la politique des petits pas pour y arriver, le travail quotidien, enchâssée dans
dans la foulée, le troisième A qui est l'action massive sans laquelle on ne peut rien. Et en fait, typiquement, c'est cette question, si par exemple, tu sais que le basketball est quelque chose d'important pour moi, si par exemple un jeune vient me voir en me disant, je rêve d'aller jouer en NBA, dans le pays dans lequel on est, on aurait tendance à faire que ce vœu, pour reprendre ton terme, on le minimise. Oh, tu rêves déjà en première division de France, ça serait bien, etc. Et en fait, la véritable question, me semble-t-il, c'est, tu aspires à ça, ok, très bien. Maintenant, y a-t-il cohérence? Et d'ailleurs, tu as fait des jolis posts récemment sur cohérence et plus loin, errance, E-R-A-N-C-E. Je te suis, tu le sais. Est-ce que tes actes sont en cohérence avec ça? Parce que si tu es prêt d'accepter le prix à payer, de mettre l'action massive pour être en cohérence avec ce que tu vises, la vie est belle et peu importe l'aboutissement d'ailleurs, mais en tout cas, tu te donnes les moyens de ton potentiel. Tu seras gagnant quoi qu'il en soit. Exactement. Et si en fait, tu ne te donnes pas les moyens, ça n'est pas grave. C'est OK. Simplement, arrête de poursuivre un enjeu qui n'est pas à la hauteur de tes engagements. Ça serait donc ça la philosophie pratique alors, Laura? Bah, en tout cas, il y a des voies d'accès dans ce que tu dis. Parce que tu vois, la philosophie pratique, justement, si elle se pratique, c'est qu'elle va accueillir le réel, différentes façons de cheminer. Et tu vois, tu viens de parler des 3 A. C'est très intéressant. C'est-à-dire que tu as identifié ces 3 A qui te dirigent, en fait. C'est une façon de, finalement, éclairer le sentier, si je donne une image. Et tu vois, si je rajoutais, si tu me permets de rajouter un A. Je souhaite que tu rajoutes. Alors moi, il y a un A que j'adore, et c'est celui qui me conduit, c'est l'autorité. Mais alors, ça paraît être un gros mot, mais quand on va parler de leadership, de leader et tout, c'est énorme. Enfin, l'autorité, c'est quelque chose, en tout cas, je trouve, de très important. Moi, j'ai l'impression qu'au cœur des 3 A que tu as, il y a un ciment, et c'est peut-être celui de l'autorité. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est que l'autorité, ou du moins un principe d'autorité? L'autorité, c'est déjà quelque chose qui vous apparaît légitime. Ça vient de auctoritas. Ce qui fait autorité pour vous, c'est ce qui vous apparaît être légitime. Un bon prof a pu faire autorité. C'est un pouvoir que vous lui reconnaissez. Hein, il n'est pas écrasant, il est impliquant. Ça change tout. Donc, l'autorité, c'est déjà quelque chose qui vous apparaît légitime. Ensuite, ça renvoie à augérer, augmenter, et à auctor, hauteur. Ce qui fait autorité pour vous, c'est ce qui vous est légitime, ce qui vous augmente et vous rend hauteur. Et pour réussir à viser la NBA, donc être augmenté, tu vois, avec ce cheminement-là, et je pense qu'il faut un principe d'autorité, c'est-à-dire ce qui fait autorité pour moi, et qui va donc me donner envie de, me faire en sorte que je vais avoir les moyens, me donner les moyens de servir ce principe-là, c'est ce en quoi je crois. Et comme les mots sont beaux, j'y crois, donc je crois, j'augmente. Wow. Donc, tu vois, moi, la notion d'autorité, elle est partout dans ma vie. C'est un mot qu'on met beaucoup de côté, mais je pense que le déclin de l'autorité que l'on vit dans plein de choses, dans plein de domaines, est alarmant. Parce que autant le pouvoir peut être écrasant, autant l'autorité, elle est impliquante. Et sans autorité, nous n'avons plus de repères. Et ça, c'est fondamental. Si tu veux aller à un endroit, tu as besoin de repères. Un principe d'autorité, c'est ce qui t'augmente, te rend hauteur et te permet de cheminer jusqu'au point de mire que tu avais visé. Donc voilà, tu vois, moi, c'est vraiment le A moteur total, quoi. Merci de me rajouter ce 4e A. Je pense qu'à France, on va faire l'équivalent d'un alphabet en A parce que, en bon basketteur que je suis, je vais rebondir de ton A d'autorité pour aller vers le A de l'authenticité, qui, de ma définition à moi, est, je l'ai dit, je crois, lors de la première soirée du Sommet Leader Time, la capacité à se reconnaître par sa propre autorité, être reconnu par sa propre autorité, c'est-à-dire ne pas attendre que les autres nous définissent et nous emmènent dans un cadre, d'une part, et ne pas surjouer, fantasmer, comme d'ailleurs on peut le voir dans les réseaux sociaux, quelque chose afin de faire briller maladroitement et artificiellement le regard des autres. Comment tu vois le sujet de l'authenticité, toujours en relation avec ce sujet et du leadership et de la philosophie qui t'anime? Alors, je rebondis sur la cohérence dont tu as parlé. Moi, tu vois, je trouve qu'il n'y a rien de plus grave et dommageable de manière générale, hein, que ce soit dans nos cercles familiaux, amicaux ou professionnels, des personnes qui se disent authentiques et où finalement tu as le sentiment qu'il y a une trahison, on n'est pas dans la traduction de l'être et du paraître, mais il y a une forme de trahison, on ne dit pas la vérité. Sans être totalement dans le vrai, l'authenticité pour moi, c'est vraiment une cohérence entre ce que je fais, ce que je dis, ce que je pense. Tu vois, il y en a qui l'appelleront congruence, il y en a qui l'appelleront… voilà. Alignement, un autre A, alignement. Voilà, et la phrase que j'avais partagée, c'est justement que l'absence de cohérence crée de la cohérence.
Et en fait, les gens qui sont en face ne savent plus du tout sur quel pied danser. Et c'est ce qui est dommageable parfois sur les réseaux sociaux. Tu as des gens qui s'inventent une identité. Et tu les rencontres dans la vie et tu te dis waouh. Et c'est pour ça, tu vois, que pour rebondir aussi sur le côté leadership, je pense qu'un leader qui serait que dans le rôle et dans la facette et que dans quelque chose qui finalement n'est pas vraiment où est habillé. Voilà, tu as le rôle de leader, mais finalement, tu peux avoir le rôle de leader sans avoir de leadership. Ce qui est absolument terrible. Tu as des gens qui sont mis en avant et qui n'ont aucun leadership. Personne ne leur reconnaît le poste qu'ils ont parce qu'ils y sont soit pour des mauvaises raisons, soit parce qu'ils l'habitent mal. Ouais. Il y a vraiment cette question-là. Donc pour moi, l'authenticité, c'est une question d'alignement et ça renvoie à l'autre profondément parce que quand on n'est pas authentique, ça part de soi, mais c'est aussi une trahison vis-à-vis de l'autre. Donc c'est très dommageable dans les rapports humains, l'inauthenticité. Voilà. Ouais, l'inauthenticité, exactement. Et moi, ça me renvoie à un autre terme. Alors, cette fois-ci, il est plus en A, on va lâcher les A, peut-être qu'on y reviendra, on verra bien. Allez, jusqu'à Z, ce soir. Et oui, on doit faire 50 nuances de leadership, donc là, on va aller sur 20. J'ai eu peur d'ailleurs pour le début, j'ai eu 50 nuances. Je dis, attends, j'ai pas bien relu l'invitation. Qu'est-ce que c'est? On aille vite. C'est ça. C'est la question du charisme. Je l'ai évoqué en partie à un moment donné de ce sommet, parce que pour moi, c'est un enjeu que pour travailler notre leadership, d'être dans un charisme qui est important. J'en ai ma définition et j'aime confronter, échanger positivement avec toi sur ce sujet-là. Quel est ton regard, ton acception de ce charisme? Ça te dit quoi de ton côté? Le charisme, ça me renvoie, alors je sais pas, il y a un peu, on pourrait dire, de l'inné de l'acquis, c'est-à-dire des gens qui vont avoir assez naturellement une certaine prestance, alors des choses qui se cultivent évidemment, mais tu as des gens qui ont la chance d'avoir une voix, par exemple, une taille, etc. Des choses qui ne sont pas vraiment de l'ordre de leur propre chef, mais qui vont les imposer comme potentiellement un peu chef dans un groupe parce qu'ils ont des atouts. Mais je pense qu'on ne peut pas se reposer sur le laurier de ces acquis qui seraient des innés, du coup. On ne pourrait pas vraiment se reposer sur ça, ou en tout cas que sur ça, puisque le charisme, je pense que c'est aussi quelque chose qui peut durer un temps, se perdre. Et on voit des gens qui ont eu beaucoup de charisme et qui, parce qu'ils ont commis une erreur sur un plateau, une erreur sur un terrain, une erreur, se voient destitués. D'ailleurs, c'est très violent. C'est la preuve aussi que le statut de leader, c'est pas d'ailleurs un statut, c'est très figé, statut de leader, statut, c'est que d'ailleurs, on vous le donne en fait, on vous l'octroie. Absolument. Il ne se décrète pas. Voilà, il y a vraiment cette dimension. Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on peut avoir un statut de leader. Alors, je reprends le mot statut, c'est-à-dire c'est la hiérarchie qui vous donne un rôle, un poste supérieur de manager, de directeur, de leader. Vous êtes à la tête de. Et leader, ça vient de tout lead, mener, diriger, conduire. D'ailleurs, on peut mener sans conduire, c'est un paradoxe. Mais si tu veux, tu es à la tête. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on peut être à la tête de quelque chose, mais ne pas avoir de leadership. C'est-à-dire que ceux qui sont en bas ne vous reconnaissent pas. Et c'est toute la distinction, me semble-t-il, entre le pouvoir et l'autorité. Tu peux avoir du pouvoir, mais ne pas faire autorité. À l'image d'un petit chef en politique. Il va avoir du pouvoir, voilà, mais qui ne fait pas autorité parce qu'on ne croit pas en ce qu'il dit, etc., etc. Inversement, tu peux faire autorité, mais ne plus avoir aucun pouvoir. Je pense à des gens comme Simone de Beauvoir qui font autorité dans ma vie, mais qui n'ont aucun pouvoir effectif, tu vois. Et c'est ça que je trouve assez intéressant. Qui plus est, à l'ère, et je fais un petit clin d'œil, du télétravail, où on n'est pas forcément présent, tu peux avoir du leadership à distance, parce que si faire autorité n'est pas forcément lié à ta présence, ça nous rassure aussi tous. Il y a beaucoup de chefs qui pensaient qu'ils étaient leaders parce qu'ils étaient là au boulot bien présents, et qu'en fait, on se rend compte qu'on peut être à distance et avoir beaucoup plus de leadership. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve intéressant. L'autorité qui se cultive, et parfois même à distance, peut se dispenser du présentiel pour exister. Donc il y a une vraie nuance. On peut avoir un rôle de leader, et on le sait sur un terrain, on peut avoir été leader un temps, et moins. Ouais. Et on peut l'être dans certains contextes énormément avec une intensité incroyable et moins dans d'autres. Et dans le même temps, moi, les personnes que j'accompagne, je les amène à visiter que lorsqu'elles se sentent leaders dans un environnement, un terrain et pas dans un autre, c'est souvent, mais c'est parce que c'est un fondement de ma méthode et de mon expertise, qui est la question de ce couplage et de ses pensées, de ses émotions,
si je me ressens légitime dans mon leadership, c'est-à-dire cette capacité d'emmener, qui n'est pas forcément d'être en premier, effectivement, je vais pouvoir emmener, fédérer, apporter et amener. Et il n'y a pas de raison que je ne puisse l'être ici et pas là, si ce n'est que quand j'arrive ici, je me sente moins quelque chose. Ouais. Tu vois, je rebondis sur deux choses que tu as dit intéressantes. C'est que, imaginons, je viens de voir au basket, et là, je me dis, oh, Nicolas, il est vraiment leader sur le terrain. Et là, on sort du basket, et je t'emmène à la patinoire, que je n'avais pas dû dire ça. Et là, je pense qu'en l'espace de 2 heures, tu palpes le fait que ton être ne peut pas se dire être leader, puisque tu l'as été sur le terrain de basket, mais absolument pas sur la patinoire. Mais bon, là, je préjuge, parce que peut-être que tu l'as aussi. Non, tu juges très bien. Ce que je trouve intéressant, c'est que tout de suite, déjà, on voit que, bah oui, c'est pas je suis leader, vous pouvez l'être dans un champ dans votre vie, et puis ne pas l'être du tout à d'autres endroits. Donc, comment on va cultiver ça à l'endroit où on est pour que ça demeure, voire aussi faire en sorte de conquérir d'autres espaces dans lesquels on puisse être ou avoir du leadership, par exemple. Et pour revenir un petit peu sur la distinction que tu as dit justement sur l'idée de fédérer, moi, je distingue, alors c'est un moyen vraiment mémotechnique, mais réel, le leadership et le leadership. C'est très différent. C'est-à-dire que vous pouvez avoir du pouvoir, être convaincu d'avoir un leadership incroyable, or vous n'embarquez personne. Vous n'impliquez pas les gens, vous appliquez votre pouvoir, vous n'êtes pas vraiment respecté, vous avez du coup ce que j'appellerais un leadership, en espérant que vous vous en rendiez compte. Mais quand vous avez un leadership, et là la dimension je trouvais superbe, si on en revient au mot, si tout lead c'est mener, diriger, conduire, la notion de ship qui est déjà participative, plus qu'exécutive, quand on entend ship, voilà. Et là, ship, ça renvoie à la fois à un nom, donc le navire, le bateau, le dirigeable, l'équipe aussi, et ça renvoie à un verbe d'action, transporter, envoyer par bateau. Et du coup, si je devais donner une définition, un petit peu en jeu de mots, j'avoue, du leadership, ce serait finalement ce qui, par essence, est moteur, tu l'as ? Oui, je l'ai. Par essence est moteur et embarque l'équipe ou les individus qui forment une équipe ou un équipage dans un même bateau. Et je crois vraiment profondément, si tu veux, à cette... On n'est pas que dans une image ou une métaphore, c'est quelque chose qui nous porte. C'est que le leadership, c'est vraiment ce qui va fédérer. L'image du bateau est plutôt parlante, de l'équipage aussi. Enfin, on se le figure bien, qu'il va falloir tous ramer pour y arriver. Qu'en même temps, on accepte qu'il y a un capitaine et on s'en réjouit d'ailleurs. On est plutôt content qu'il y ait quelqu'un à la barre. Enfin, je trouve que l'image, à part si vous savez, moi quand je monte dans un bateau, je suis quand même très contente qu'il y ait un capitaine. Je vous le cache pas. Donc je trouve que l'image est intéressante puisque tout de suite, l'horizontalité, vous savez, les entreprises libérées qu'on court absolument, là on est quand même content d'une petite verticalité quand même. Le capitaine à sa tête. Voilà. Femme. J'adore parce que on est dans cette période de l'entreprise libérée qui présente des avantages, mais qui présente des avantages face au petit chef au pluriel et face à une exagération du pouvoir en soi. Ma lecture du leadership est qu'on a besoin de personnes qui nous guident, qui nous animent, qui peuvent être Martin Luther King qui continue à animer et guider d'énormément de personnes. Tu as cité Simone de Beauvoir, etc. Cette image du capitaine à la barre, elle est importante. Je discutais il y a quelques années de ça avec quelqu'un qui était à la retraite, mais jeune, puisque colonel de l'armée, et donc un temps de service relativement jeune. Et je lui disais, il faut vraiment que tu m'expliques là, ces styles de leadership chez vous, là, et notamment le style de leadership directif. On vient là, fais ça, j'ai fait mon service militaire. Et il a eu une réponse très simple là-dessus. Il m'a dit, tu sais, Nicolas, je veux juste que tu comprennes un truc. C'est que quand on est sur le champ de bataille, quand on a les balles qui nous sifflent aux oreilles ici, on ne veut qu'une seule chose, c'est repérer où est le chef. Bien sûr. Il y a des choses qui nous permettent de le repérer et de n'écouter qu'une seule voix, parce que on n'est pas plus idiot que ça et on ne doit pas faire ce procès aux militaires. Ça a été validé que c'est le meilleur moyen de sauver nos vies. Ouais. Et j'ai trouvé ça absolument pertinent. Alors, il y a 4 styles de leadership qu'on peut utiliser, le directif, le participatif, le délégatif, le suggestif, mais chacun d'entre eux a sa place et son temps dans le contexte de la situation. Et j'aime l'idée de ce chef d'équipe qui est ce repère vers lequel on va aller pour être en sécurité et performer dans ce qu'on a à faire.
Oui, c'est une façon, dans ce que tu donnes, l'image du champ de bataille. Alors évidemment, l'analogie sera quand même moins forte parce que ce qu'on vit, c'est quand même pas un champ de bataille, même si c'est très difficile. Ce que je trouve assez intéressant, c'est quand même la notion d'incertitude. Aujourd'hui, il me semble que pour avoir du leadership, qui a du leadership, c'est celui qui donne de la voix pour en donner. Du sens, de la voix VOIE. Il y a vraiment, aujourd'hui, quand vous naviguez à vue, parce que c'est ça l'idée. L'idée, si on reprend l'image du bateau, il nous faut un phare, il faut quelque chose. Un petit clin d'œil, il faut la mer. L, apostrophe amer, c'est un point de repère. Je trouve que c'est une période plutôt pas mal pour le rappeler. Voilà, mais en tout cas, je pense que c'est hyper important d'avoir ce point-là, et à défaut d'avoir les réponses, quand on parlait de recettes tout à l'heure, on est dans un monde où on est dans un monde où on n'a pas les clés, pas forcément les clés. Et moi, je me défais plutôt des réponses toutes faites. J'aurais plus confiance en quelqu'un qui est capable de me dire, attendez, on va poser les bonnes questions pour essayer de cheminer avec lucidité dans cet environnement incertain, plutôt que d'essayer de trouver des réponses que de toute façon on n'a pas, au risque d'ailleurs de faire l'économie de toutes les questions qui auraient à se poser autour. Et tu vois, ça me renvoie à une phrase de Paulo Coelho que j'aime beaucoup, qui nous dit, au moment où j'avais trouvé toutes les réponses, les questions ont changé. Voilà. Il y a cette énergie, cette agitation où il y a cette dynamique. Et je pense que quelqu'un qui a du leadership, c'est quelqu'un qui peut faire l'aveu de ne pas avoir de réponse, mais d'être en capacité de poser des questions, des bonnes questions, pour essayer de cheminer dans un environnement qui est houleux. Si on reprend l'image, aujourd'hui, évidemment, on est dans un environnement incertain. Mais je pense que celui qui arrive et qui vous dirait exactement l'analogie avec le militaire, ce serait qu'on sait aussi, parce qu'on est peut-être encore plus averti et dans une situation moins périlleuse que sur un champ de bataille où clairement vous êtes vraiment… je fais un clin d'œil parce que c'est vrai que du coup on échangeait pas mal sur le côté militaire dans des rencontres, et il y a des gens qui disaient aujourd'hui c'est difficile de pratiquer de manière directive parce qu'on est avec des gens qui ne se laissent pas diriger comme ça. Et c'est là que c'est passionnant. C'est là que pour avoir du leadership, il faut être capable de déléguer. Aujourd'hui, il faut être capable de se dire, en fait, il faut être capable de créer une articulation entre l'horizontal et le vertical. C'est pas simple. Et qui soit adapté aux personnes qu'on a en face de nous, parce que en fait, cette articulation horizontale, verticale que tu décris, on pourrait la formaliser en mode leur donner l'axe vertical, donc qui serait l'expérience, l'expertise des gens que l'on accompagne, et l'horizontalité, ses compétences, son savoir-faire. Non, ça c'est dans l'axe vertical. En horizontalité, l'envie, la motivation, l'engagement. Et si on était tout en bas de ces deux axes, quasi à zéro de ces deux axes, c'est-à-dire quelqu'un qui a peu d'expérience et qui n'a pas envie, dans ce cadre-là, faire preuve de leadership, c'est utiliser le style directif. Et par contre, si on était complètement à l'opposé dans l'axe, c'est-à-dire des gens très expérimentés et qui sont très motivés, qui ont très envie, le leadership, pour moi, consiste à choisir le style délégatif avec cela. Et il me semble que c'est plus que jamais que de connaître finement les gens qu'on doit leader, qu'on doit emmener, et de croiser ces axes-là pour choisir ce qui est le plus opportun et efficace. C'est à la croisée de tous ces modes. C'est qu'on serait que directif, ça fonctionne un temps, mais pas tout le temps. Être directif et en même temps être dans le participatif, construire quelque chose qui s'adapte au réel. C'est là qu'il y a quelque chose d'intéressant, c'est que ça nous demande d'être en permanence acteur. Parce qu'un modèle peut marcher un temps et puis il doit se réviser à un autre moment. Tu vois, sur l'image de l'horizontalité et de la verticalité, moi je le vois vraiment comme, ok, on est tous égaux dans une entreprise, on va partir de ce postulat-là. En tout cas, il y a une volonté aujourd'hui de plus en plus, ce n'est pas forcément le cas, il y a une volonté de plus en plus de faire en sorte qu'on aplanisse justement les rapports, qu'on soit pair, P-A-I-R-S plutôt que pair, P-E-R-E. Et du coup, la question que ça pose, c'est ok, mais qu'est-ce qui fait autorité dans un monde qui court l'horizontalité? En somme, quelle est la verticalité? Qu'est-ce qui nous réunit si on est tous à l'horizontalité? Et le leader, c'est celui qui va justement être capable de créer cette verticalité qui va être reconnue par tous. Et c'est là que j'en reviens à mon fameux A, c'est que cette verticalité, c'est quoi? C'est le principe d'autorité qui nous augmente et nous rend hauteur, qui fait que Pierre, Paul, Jacqueline et Martine, ils sont dans le même bateau et ils sont à l'horizontalité portés par cette verticalité qui est finalement cet horizon, ce point de repère. Et ça, le leader, il doit l'incarner. Il doit en être le porteur, en fait.
C'est vraiment nous diriger. C'est pour ça qu'on reproche parfois en politique de dire, mais attendez, on ne sait pas où on va. Voilà. Comment on n'a pas le cap. On n'a pas le cap. À défaut d'avoir les réponses, donnez-nous au moins la voie. C'est ça. Et c'est pour ça que il fut un temps, un leader pouvait simplement s'en sortir sur le fait de donner une voie initiale, clamer une vision initiale et y aller. Et avec les temps économiques, sanitaires, mais pas que, qui sont de plus en plus incertains et changeants, selon moi, un leader doit donner le cap, c'est-à-dire être capable de formaliser une vision et être capable, non pas comme sur le Titanic où quand on changeait le cap, c'était très 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 long et on finissait dans un iceberg, mais de faire preuve d'agilité et d'adaptation face à la survenue de ce qui se présente et d'être très à l'aise dans sa capacité d'expliquer ça à ses troupes. Parce que les troupes ont besoin de savoir qu'il y a une vision et un cap et les troupes ont besoin et accepteront que face à l'adversité, on puisse changer le cap et pourquoi pas partir complètement en sens opposé dès lors que le leader est capable d'incarner ça. C'est vrai. Et ça nous interroge aussi à notre échelle, en nous disant, est-ce que finalement on veut du participatif et en même temps, quand on voit que les gens n'ont pas de réponse à nous donner, je trouve que tu vois, politiquement, ça nous renvoie aussi à l'image du champ de bataille où là, on aimerait du directif. Nous sommes aussi très ambivalents. Enfin, tu vois, moi, je trouve que la philosophie, quand on reprend l'image du poisson volant, quand tu t'extrais d'un milieu, la première chose que tu vois, c'est ton reflet. La première chose. Et ça, c'est quelque chose d'abord d'important avant de pointer du doigt les autres. C'est aussi d'essayer de comprendre soi-même, finalement, pourquoi on a des ambivalences, pourquoi on veut du participatif et de l'horizontalité, mais on veut quand même quelqu'un qui a un peu de charisme, si possible, qui ait une pointe de directif. Hein. Donc voilà, ça nous interroge aussi nous-mêmes. Ouais, sur ton image du poisson volant, je viens de noter quand tu t'extrais d'un milieu, la première chose que tu vois est ton reflet. Je formalise ça un peu différemment quand j'accompagne des personnes qui se sentent plus si à l'aise que ça dans leur entreprise, dans leur marché, dans leur projet et qui veulent aller voir ailleurs. Et je leur dis, OK, très bien, mais l'herbe n'est pas nécessairement plus verte. L'herbe est plus verte là où on l'arrose. Et en fait, si moi, j'amène mes problèmes, mes doutes, mes limites dans un autre endroit, je recréerai le même écosystème si je n'ai pas porté de conscience sur ce que je suis dans toute mon étendue, en fait. C'est ça. Et on revient tout à fait à la dimension d'être acteur. Exactement. Pour voir la vie en rose, il faut que tu l'arroses. Voilà, c'est ça. Pardon. Mais non, c'est parfait, c'est parfait. C'est le moment où mes amis veulent m'abattre quand je fais trop de jeux de mots. Et là, ils ne le peuvent pas. On est conscience, il faut en avoir conscience. Non, mais en tout cas, voilà, c'est l'herbe plus verte, mais je trouve que c'est intéressant, c'est que c'est évidemment ce qu'on va y mettre. C'est vraiment ce qu'on va y mettre qui va changer la donne. Et tu parlais tout à l'heure de l'égalité et de cette horizontalité quand on requiert potentiellement, sans se l'avouer, parfois de la verticalité. Je défends l'idée dans l'expression de mon leadership que l'égalité est un leurre, est un mensonge, est une illusion. Je défends l'idée, alors je peux choquer et cliver, mais je l'assume, qu'aucun de nous n'est égaux à la base. Alors je sais que notre devise est égalité, liberté, fraternité. Il me semble que on pourrait manager à l'égalité, l'idée à l'égalité, si tout le monde partait de la même ligne de départ, comme sur une course de 100 mètres. Sauf que, il se trouve que aucun d'entre nous ne part sur la même ligne de départ. Lorsque j'avais été en séminaire dans le cadre de mon executive MBA à HEC au Japon, j'avais échangé avec des étudiants, des étudiantes là-bas qui disaient que là-bas, dans les entreprises, quand tu rentres dans une entreprise et que quelqu'un y était rentré 1 an avant toi, l'ascension professionnelle serait la suivante, quoi qu'il se passe. Et que c'était absolument, donc c'était managé pour le coup à l'égalité, l'ancienneté, blablabla. Et c'est d'ailleurs une des causes des fuites des cerveaux dans ce pays. Et j'adore le principe du leadership par l'équité, qui consiste à faire avec ce que les personnes sont initialement, et si elles ont plus, je vais rééquilibrer potentiellement en l'expliquant de façon groupale, plutôt que d'essayer de me cacher derrière mon petit doigt de l'égalité qui ne correspond pas à la vraie vie. Comment vois-tu ça, Laura ? Eh ben, alors, ça me renvoie. Alors, tu vois cette image, il y a une image assez intéressante qui est très parlante, où tu as différents animaux et tu as un arbre et tu as une règle. Alors, donc, tu as différents animaux, je ne sais pas, bon, on va dire un éléphant, une girafe, un singe, un poisson, etc. Bon, je ne ferai pas le singe. Et tu as une règle, et la règle, c'est le premier qui monte à l'arbre a gagné. Voilà. Bon, bah, c'est une très belle façon de voir que oui, face à ça, ce sont des animaux, mais bon, ils ne sont pas égaux dans leur capacité. Et du coup, pour avoir une référence un petit peu plus intellectuelle que celle-ci, on renvoie à la notion de capacité chez Amartya Sen, prix Nobel de l'économie, qui a eu des très beaux textes comme ça que je vous invite à aller voir
sur justement plutôt aller vers une équité, c'est-à-dire que la justice, le concept de justice, il n'y a pas un concept général universel de justice, ça va s'éprouver par rapport aux capacités de chacun. Et c'est ça qui est passionnant. C'est-à-dire qu'on serait dans l'égalité si ce qu'on mettait en avant, c'est la capacité de chacun à pouvoir répondre à la règle qu'on soumet. Sauf que quand on met une règle et qu'on n'a pas la même capacité, forcément, et on le voit à l'échelle des enfants, à l'échelle de plein de choses, il y a des aptitudes qui vont être différentes. C'est la raison pour laquelle aussi l'école peut être aussi douce et belle qu'elle peut être parfois cruelle. Absolument, très très juste. Voilà. Donc Amartya Sen, je vous invite à aller voir des textes très sympas, quelques articles, beaucoup de choses intéressantes sur la notion de capacité qui renvoie plutôt à l'équité. Voilà. Excellent. Quelle place tu donnes à la dimension de l'optimisme dans le leadership et ou dans ta philosophie pratique? Regarde. Déjà, ça commence par un sourire. Ouais, je dis souvent, si je ne suis pas responsable de la tête que j'ai, je suis responsable de celle que je fais. Ouais. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc, non, sur l'optimisme, je pense que c'est hyper intéressant, la notion d'optimisme. Je suis pas mal intervenue, ne serait-ce que sur le mot. Encore une fois, c'est un mot qui mérite d'être incarné, comme tous. C'est-à-dire que quand tu dis optimisme, tu peux dire tout et le son contraire. Par exemple, moi, je peux te dire, écoute, Nicolas, je suis quelqu'un de très optimiste. Je m'attends au meilleur. Alors, on va pouvoir rester 1 heure, toi et moi, il ne va pas se passer grand-chose. Néanmoins, j'ai le sourire. Oui. Et tu as l'optimiste qui, lui, ne s'attend pas au meilleur, mais fait en sorte qu'il arrive. Et là, tu as 2 personnes qui se disent être optimistes, mais qui ne vont pas du tout l'incarner pareil. Et si on fait un clin d'œil sur le meilleur, sur le fait de réussir un jour à atteindre ses objectifs, celui qui s'attend au meilleur n'y arrivera jamais. Celui qui fait en sorte qu'il arrive se donne les chances de pouvoir potentiellement y arriver. Donc, si tu veux, ce que je trouve intéressant, c'est que moi, je suis optimiste dans le 2e sens du terme. Et c'est pour ça que j'ai à cœur de l'étayer, parce qu'il y a des gens qui peuvent dire « Ton optimiste, c'est être candide, t'es optimiste aujourd'hui ?» Non, je suis optimiste parce que pour moi, c'est un état d'esprit, l'optimisme. C'est faire en sorte que le meilleur arrive. Je ne dis pas que le meilleur est là, je dis que je vais faire en sorte qu'il arrive. Donc, si tu veux, je l'arrose. Comme tu disais. Exactement. On est vraiment dans cette idée-là. Et juste pour le moyen mémotechnique, si vous prenez le mot optimisme pour lui donner corps et vie, pour que le mot soit vivant et donc motivant, vous pouvez très bien lire l'optimisme, c'est ce qui m'optimise moi. Tu as le me, le petit pronom personnel, et en anglais, hein, me, donc sans filer à l'anglaise, l'optimisme, c'est ce qui m'optimise moi. Et à partir de ce moment-là, tu es vraiment dans une démarche active. Quand je suis dans l'optimisme, je suis aussi dans cette optimisation de moi-même. Donc, je fais quelque chose pour avoir ce sourire. Voilà. Excellent. Et alors, moi, la définition que j'adore de l'optimisme, c'est celle de Christophe André qui nous dit que c'est supposer face à l'incertain qu'il existe une issue favorable et se donner le droit d'agir pour la faciliter. Et en fait, on reprend exactement ce que tu viens de dire à travers une autre citation, et bien cette question d'engagement. Et pour moi, c'est, y compris dans la crise qu'on observe actuellement, ne pas se restreindre le regard en mode il n'y a que des choses qui ne vont pas, il n'y a que des libertés bridées, etc. C'est garder le champ des possibles absolument ouvert et savoir que j'ai en moi les ressources pour faciliter et favoriser ce à quoi j'aspire dans cet environnement. Et du coup, être en pleine liberté parce que non dépendant de quelque chose extérieur à moi. Mais là quand tu dis ça, tu fais mention de quelque chose qui est délicat et qui se construit, c'est la confiance. Absolument. Pour réussir à ça, il faut quand même déjà avoir confiance en soi. Et alors là, on parle aussi d'inégalité. Oui. Tout le monde n'a pas la même confiance. Tu as des gens qui vont, parce que dès l'enfance, ils ont eu un cocon encourageant, qui justement les a invités à leur dire « tu peux être qui tu veux être ». Et tu as des gens qui vont démarrer dans la vie avec justement des gens qui ont été au-dessus et qui n'ont pas été par exemple des parents leaders. Tu sens l'angoisse ou pas? Je vais faire en sorte d'avoir du leadership avec mes enfants. Et oui. Non mais tu vois, et sur ça, on n'est pas tous égaux. Et moi, je trouve que c'est passionnant de voir qu'il y a des gens qui vont traverser les âges de la vie avec cette difficulté de construire une confiance en eux, d'essayer d'arriver, de se donner les moyens. Je pense que toi comme moi, on travaille cette confiance. Parce que quand on s'est vu au TEDx, on était tous les deux quand même très angoissés, donc il y a quand même l'envers d'un décor. Absolument. Mais néanmoins, c'est une chance. Enfin, moi, j'estime que j'ai de la chance d'avoir eu aussi un environnement qui m'a amené à avoir confiance en moi, que j'entretiens, que je cultive évidemment. Mais voilà, ça touche à ça. Je pense qu'il y a des gens qui partent de beaucoup plus loin. Et donc, c'est plus dur. C'est ça.
je ne sais pas si tu vas valider le mot, et si tu ne le valides pas, je continuerai de l'utiliser quand même. C'est bien, il faut. Oui, voilà, parce que j'ai confiance en celui-ci, en tout cas, ce qui résonne en moi. Pour moi, pour donner la confiance, c'est effectivement avoir des parents leaders, et c'est chouette que tu abordes ce sujet, parce que je ne sais plus si c'est demain ou après-demain qu'on va avoir un couple d'experts du leadership, de la parentalité et des parents, et de quelles sont les clés pour que les parents... Écoutez alors. Pour un couple de Canadiens experts vraiment du sujet. Pour moi, on a besoin d'empuissancer. C'est ça le mot dont je voulais te parler, de donner de la puissance, d'empuissancer, pour ne pas le dire en anglais. Moi, j'aime mieux, plus que toi, les mots anglais, mais je m'en méfie en même temps. C'est-à-dire je le prononce très mal, donc face à ça, c'est pour ça. C'est-à-dire donner de la puissance. Ça veut dire, je crois en toi. Je sais que tu es capable. Tu peux y arriver. Et ça, effectivement, c'est ce qui peut permettre de déployer nos propres ressources quand on se trouve face à l'adversité. Mais il me semble, j'aime l'idée que pour développer la confiance de quelqu'un, certes, on est ce levier de l'empuissancement, mais on est aussi ce que je sais faire très imparfaitement et incomplètement avec mes enfants, pour le coup, c'est les mettre à l'épreuve et les mettre dans des situations où ils seront mis à l'épreuve, dans le sens tribal du terme, où on mettait un adolescent qui devait passer adulte à dormir une nuit dans la forêt face aux animaux sauvages. En fait, les adultes étaient là et pas loin, mais ils devaient vivre cette épreuve, se confronter à ses peurs pour se révéler à proprement parler. Et il me semble que pour développer la confiance, c'est oui, on m'a empuissancé, si tu me permets de le dire comme ça, et j'ai vécu des situations de mise à l'épreuve dont je suis sorti victorieux, donc grandi. Qu'est-ce que tu penses de la mise à l'épreuve et des épreuves? Oui, c'est la notion. Alors écoute-moi, la nuit dans la forêt, ça m'angoisse un peu quand même. Alors, je serais plus pondérée, peut-être parce que ça me plaît davantage. Non, moi, tu vois, je dirais oui, que c'est se rencontrer. Et dans la notion se rencontrer, j'y mets une forme d'épreuve quand même, ou s'éprouver. J'aime beaucoup la notion de rencontre, puisque se rencontrer ou rencontrer quelqu'un, c'est une vraie rencontre, c'est ce qui contre le rang. Tu inverses les mots. Et se rencontrer, il y a vraiment cette notion de contrer des choses qui sont bien rangées, bien établies. Et c'est comme ça, c'est par les épreuves que tu t'éprouves déjà vivant, et que souvent tu te rencontres, c'est-à-dire qu'il y a des lignes qui ont bougé, qui ont contré ce qui était bien, bien établi. Et là, que ce soit une rencontre avec un autre, je pose souvent la question, quand est-ce que vous avez rencontré quelqu'un pour la dernière fois, ou rencontré une matière, quelque chose qui est venu bouger des lignes, vraiment. Et donc, il y a cette notion d'épreuve. Et après, ça peut être effectivement, quand tu parles de nature, là, derrière ce que j'entends aussi, c'est éprouver son corps. Oui. Parce que c'est vrai qu'on est dans une société qui, finalement... Alors moi, je vais bien l'éprouver, parce que nous, les femmes, on est quand même bien rappelées à ça. Mais vous... Non, mais de manière générale, on avait cette question très intéressante de corps qui, finalement, sont bien au chaud pour ceux qui ont de la chance, évidemment, en hiver, qui mangent à leur faim pour ceux qui ont de la chance, et ce n'est pas le cas de tout le monde, évidemment, aussi. Mais on est dans un rapport au temps et à la nature où le corps est beaucoup moins éprouvé qu'à l'époque. Les saisons, toutes ces choses-là. Donc, oui, comment on peut faire corps avec le monde dans lequel on vit? Je ne sais pas si c'est vraiment en éprouvant le froid ou autre, mais en tout cas, en ayant une lucidité sur le fait qu'on est déjà un corps, quoi. Il y a quelque chose de très intéressant. Et souvent, le leadership, je pense qu'il y a aussi une forme de cohérence. La cohérence, c'est aussi habiter un corps, être en cohérence. Celui qui vous dit, bon, il faut prendre du temps pour vous, qui est en train de courir entre 3 trains à chaque fois, il manque un peu de cohérence. Et quand je dis ça, je ne pointe personne du doigt, je me pointe aussi moi-même en me disant, je tâche d'être philosophe et de prendre la vie avec philosophie, je cours beaucoup pour quelqu'un qui invite à ralentir. Mais voilà, tu vois, il y a quelque chose de cet ordre. Mais je rejoins sur l'épreuve, je pense que c'est l'idée de se forger, en fait, de se renforcer, et que c'est dans l'épreuve, évidemment, qu'on s'éprouve, donc qu'on se rend vivant. Exactement. Avec cette notion de corps que tu nous précises, la fatigue que les humains pouvaient ressentir il y a 2 siècles était éminemment physique en rentrant de leur journée de travail et de labeur pour une grande partie qui passait à travers une production par le corps, a été complètement changée par la fatigue d'une grande partie. Bien sûr que beaucoup d'humains encore produisent avec leur corps toute la journée, mais une plus grande partie, en tout cas qui a 2 siècles, c'est indéniable, produit, réalise, s'exprime, potentialise des choses à travers une mentalisation, ce qui fait que la charge physique du passé qui nous amenait une fatigue physique qui parfois permettait de récupérer le corps la nuit est maintenant devenue une charge mentale
Et ce qui épuise, ce sont les relations toxiques qu'on peut avoir avec d'autres, me semble-t-il, mais avant tout, à mes yeux, à moi, la propre relation que l'on a avec nous, les propres pensées toxiques que l'on s'inflige, et le fait d'être dans le fait de critiquer, de se plaindre et de condamner les 3 jamais que j'invite les leaders à ne jamais employer. Comment peut-on revenir dans son corps alors que le mental prend toute la place désormais? Alors déjà, là, ce que tu dis me renvoie à 2 références. La fatigue d'être soi, qui est un bouquin d'Alain Ehrenberg, sociologue, oui. Qui est passionnante parce que ce qu'il montre, c'est qu'on est dans une société où on est crevé, fatigué. Fatigué pourquoi? Parce qu'il était plus facile de vivre dans un monde qui vous dit comment vous conduire, avec ses verticalités, la religion, différentes choses, que de vivre dans un monde où tous les points de repère s'aplanissent et où vous devez vous-même trouver ces points de repère. Donc la fatigue d'être soi, je trouve que c'est un très joli bouquin qui invite justement à se questionner aussi sur le leadership. Si on est fatigué, c'est qu'on doit, nous, être leader de notre vie, s'entreprendre, et se prendre en main. Et le deuxième petit bouquin passionnant auquel ça me renvoie, c'est Huis clos. Période de confinement oblige, un grand clin d'œil. Huis clos de Sartre, quand tu dis que c'est déjà aussi une mise en miroir avec soi-même et les autres. Huis clos de Sartre, c'est quand même justement l'enfer, c'est les autres. Autrement dit, l'enfer, c'est moi à travers le regard des autres. Enfin, il y a ce lien entre moi et les autres. Il ne pointe pas les autres, il pointe plutôt la façon dont ce que je fais du regard des autres et dont je me comporte aussi avec les autres. Donc ça part de soi. Très très intéressant aussi à voir et pour gagner aussi, je pense, en leadership avec soi-même déjà et faire corps et équipe avec soi. Parce que c'est ça déjà. C'est déjà quand tu ne fais pas un avec toi-même et que tu n'es pas bien dans ton corps, dans ta tête, c'est compliqué de prendre la barre et le cap pour diriger des gens aussi. Donc je pense que plus tu es bien dans tes baskets, mieux tu es dans ta vie. Voilà, c'est ça. Tu vois l'idée, quoi. Mais je pense qu'il y a une question de cohérence importante. Et le leadership, c'est ça. Je trouve que c'est un mot qui est très vivifiant. Tu vois, dans cette idée, c'est faire corps avec soi pour faire corps avec les autres. Enfin, c'est quelque chose de fort, quand même. Absolument. Moi, je considère, alors avec mon mot à moi, que le mindset, qui est la communication de moi avec moi-même, sera le socle qui me permettra ensuite d'interagir et d'influencer positivement les autres. Et si je ne mets pas de clarté, pour le coup, sur cette question de charge mentale, de rumination, de questions que je vais me poser qui ne sont non aidantes, j'aurais beau utiliser toutes les belles techniques relationnelles, la communication non violente, l'écoute active, etc. Je serai sur un socle très friable qui ne m'amènera à rien. C'est pour ça que pour moi, dans ma vision, le leadership, c'est avant tout, merci de la référence à huis clos, moi avec moi, et comment je lead ce qui se joue en moi, en fait. Et tu vois, et sur cette référence, dans ce que tu dis, sur la charge mentale, elle est passionnante. Dans Huis clos, il faut quand même imaginer l'audace de Sartre. C'est que si on se dit là, toi et moi, qu'on part en enfer, je pense que si on nous demande de faire un écrit de ce qu'on imagine, on va tous les deux dire des flammes, l'horreur, enfin quelque chose d'atroce, quoi. Et la force de Huis clos de Sartre, c'est que tu ouvres la porte, tu crois que tu rentres en enfer et tu as juste 3 mecs, hommes, femmes, assis autour d'une table. Et là, tu te dis, c'est ça l'enfer. Et le brio de Sartre, c'est de nous rappeler que l'enfer, c'est nos rapports avec les autres, qui sont souvent toxiques, pollués de représentation. Et c'est ça qui est vicieux. Si tu veux, c'est pas les autres en soi. L'enfer, c'est pas de vivre avec les autres, c'est comme on vit avec les autres parce qu'on ne fait pas de travail sur soi. C'est ça qui est passionnant chez Sartre. Donc, c'est vraiment une invitation à mieux vivre avec soi-même pour mieux vivre avec les autres. Et je trouve que c'est vraiment dans ces périodes de confinement où on n'a plus que jamais fait face à soi, où on fait face à soi et peut-être qu'on va encore être reconfiné. Si on pouvait en sortir moins con in fine, ce serait pas mal pour l'idée de tout le monde. Après la fin de semaine, on se lâche. C'est ta dernière avant ton congé maternité, tu y vas plein pot. J'adore et je pense que toutes les personnes qui sont avec nous adorent également. Et donc, en fait, Sartre, il nous rappelle que c'est notre autorité et notre authenticité qui nous permettront justement de bien rayonner, rayonner et non pas briller. D'ailleurs, ça a été dit par un intervenant hier, c'est-à-dire apporter notre chaleur aux autres et leur permettre certainement de grandir, de s'empuissancer, de développer leur propre confiance parce que, à mes yeux, un leader grandit en faisant grandir les autres. Tout à fait. Et tu vois, là, tu parles de grandir. Je serais ravie d'aller vers la conclusion sur ce mot-là, que je trouve magnifique. On peut vieillir sans grandir.
on le dit parfois, il y a des gens qui sont un peu vieux cons. Voilà. Oui, oui, oui. Je trouve que si tu veux, la distinction est magnifique parce que grandir n'attend pas le nombre des années. Grandir, c'est pas le temps qui passe, c'est la façon dont on passe le temps. Et ça, si tu veux, pour moi, c'est une invitation à prendre la vie avec philosophie, c'est grandir en fait. C'est chaque jour observer le monde comme un enfant avec les ressources d'un grand et vraiment passer le temps de manière différente, plutôt que le regarder passer. Et c'est pour ça que parfois, plus je grandis, justement, plus je vois des gens qui sont censés être grands et je me dis, oh, qu'ils sont bien petits en faisant trop les grands, justement, tu vois. Et ça, je trouve qu'avec le leadership, il y a quelque chose d'hyper intéressant. On peut avoir du leadership, c'est être considéré comme un grand aussi. Et ça, c'est pas parce qu'on est sur un piédestal. Voilà, il y a quelque chose, je trouve, en tout cas, d'intéressant. Et donc, la notion de grandir, vraiment, apprenons à passer le temps comme il se doit et on grandira. Voilà. Et quelle que soit notre taille physique, effectivement. Tout à fait, parce que toi, tu es très grand. Oui, mais c'est intéressant parce que je suis très grand. Je mesure 1m98, mais une quête pour moi, c'est de continuer à grandir chaque jour. Donc, c'est pour ça que je disais ça. C'était vraiment petit clin d'œil, certes, mais réellement. Et aussi parce que je reprends cet exemple-là de la taille, on a l'impression qu'on ne grandit pas. Mon fils, qui a croissance tardive, pestait pendant longtemps, je ne grandis pas, je n'évolue pas, etc. Donc ça, c'est important. Mais je veux rester sur ta dernière idée de grandir et de vieillir. Parce qu'en fait, il y a une très très grande différence entre la vieillesse et la sagesse. Et là, on va boucler la boucle avec l'amour de la sagesse. On peut être, comme tu l'as très bien dit, un vieux con, on peut être un jeune con. La sagesse n'attend pas le nombre des années. Et l'enjeu pour nous en grandissant, c'est de développer cette sagesse en nous, certainement. C'est ça, c'est ça. Et c'est jamais acquis, ça se cultive. Donc voilà, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves. Exactement. De sagesse. Exactement. Wow. Je te remercie en tout cas vraiment, Nicolas, pour l'invitation. Viva Vox, Fabien Jeanne aussi, évidemment. Absolument. Je suis ravie d'avoir pu partager ce moment avec toi en espérant avoir plus éclairé que perdu les gens qui ont écouté, j'espère. Voilà. Je suis convaincu que tu as plus éclairé que perdu et je suis convaincu que ce live-là, cette vidéo-là va être revue de nombreuses fois, justement, pour aller recreuser les pépites, etc. Je vous invite dans le chat, même pratique que tous les autres soirs, à noter ce que vous avez pu retenir, ce qui vous a touché dans les propos de Laura, ce que vous en avez compris, ce qui va vous aider à avancer, parce que vous savez qu'en le mentionnant et en le libellant, ça vous permet de prendre un début d'engagement avec vous. On a vu à quel point Laura plaidait pour la mise en action et la mise en mouvement et la mise en hauteur à travers cette intervention. Qu'avez-vous retenu? Qu'est-ce qui va vous être plus utile? Quelles seraient les 2 thématiques essentielles qui vous permettront d'avancer? Chère Laura, c'est la première fois de ma vie que je vais souhaiter ça, mais je te souhaite un magnifique congé maternité. Merci. C'est gentil, c'est adorable. Et puis au plaisir, au plaisir de se revoir dans d'autres contextes aussi passionnants, intellectuellement et aussi sur le plan humain. Voilà, c'est quand même important et qui prime. C'est l'essentiel. J'étais ravi de te retrouver après notre expérience de TEDx commune. Merci d'avoir répondu à l'appel concernant ton agenda de maintenant dont je viens de parler à l'instant. Que tout se passe bien et tout se passera bien. Et merci encore de ta disponibilité. C'est une belle métaphore de la vie et du sport. Hein. Il faut souffrir pour obtenir des récompenses. Magnifique. Et quelle récompense. Mais quelle récompense dans ton cas. Merci. Bon prochain entretien. Puis je regarderai ça, écouterai ça avec grand plaisir. Merci. Prends soin de toi. Au revoir, Laura.